Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. La mouture de la loi, la mouture de la loi électorale telle que proposée en l'état par le pouvoir est un danger pour tous les partis politiques. Cette loi, dans sa version actuelle, ôte le droit aux partis politiques de désigner et valider les têtes de liste et soumet ces candidats non pas au suffrage universel tel que pratiqué dans les pays démocratiques, mais à l'appréciation individuelle et personnelle des citoyens électeurs. Or, les citoyens sont censés exprimer leur suffrage en fonction des programmes politiques que les partis leur proposent. Par cette seule disposition, si elle venait à être validée, c'est toute l'activité partisane qui serait menacée en termes organiques. Cette loi vise à atomiser la vie interne et organique de tous les partis. Le rapport de Benjamin Stora au président Macron a suscité un débat dont on pouvait prédire l'intensité. Suite aux propos de M. Macron, candidat lors de sa visite dans notre pays, où il qualifiait la colonisation de crime contre l'humanité. Le pouvoir algérien s'est félicité à l'époque qu'enfin cette question de la mémoire et de sa qualification par M. Macron allait trouver légitimement sa solution, mais c'était sans compter sur le poids des lobbies, des rapatriés, des harkis et des anciens de l'OAS. C'est la politique coloniale de l'État français qu'il faut condamner en termes de violence, d'assassinat, de déplacés, des enfumades criminelles de Bugeaud, en passant par les exactions des Le Pen, Ossarès et consorts. La mémoire déchire, elle est vécue collectivement comme une profonde blessure. Ce qui devrait nous interpeller, c'est l'absence de proposition de la partie algérienne. Par contre, les médias, les personnalités publiques algériennes, infidèles au système, ont profité de l'occasion pour faire encore fructifier cette espèce de rente mémorielle à leur seul profit, alors qu'il s'agit d'un bien commun à toute la nation. Le peuple n'est plus dupe, c'est d'abord son histoire, sa mémoire, que vous essayez d'instrumentaliser à votre seul profit. Cette fois, si ça ne passera pas, et tous vos efforts seront vains. Le nouveau peuple issu du Hirak est mature et a une grille de lecture infiniment plus pointue que la vôtre. Le cahier des charges a rendu son carnet de correspondance à M. Jarrad, qui l'a annoté. Revoir votre copie, manque de transparence et surtout flagrant délit de copiage avec votre prédécesseur en fuite, M. Bouchouerb. Voilà, M. Farhat Ali, vous qui donniez les leçons de morale d'éthique sur les plateaux télé et radio qui tiraient à boulet rouge sur tous les gouvernements. Pour leurs incompétences, vous voilà bien piégés. Vous qui avez qualifié votre président, M. Tebboune, comme étant l'antithèse de l'état de droit. Vous voilà bien coincé, je crois que vous avez raté l'occasion de vous taire à cette époque-là. Votre bilan frise la nullité, aucune politique d'industrialisation du pays, aucune approche analytique sur l'état du tissu industriel et de l'appareil de production pour envisager des synergies. Bref, vous avez passé un an à confectionner un cahier des charges qui suscite déjà la polémique. Votre débarquement est éminent, c'est tout le bilan que l'on peut souhaiter au pays. La nation tout entière vous est reconnaissante pour ce titanique
Rétro-info de la semaine, donc on parlera des sujets qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine. Tout d'abord, on commencera par ce projet de loi électoral qui a été distribué, bien sûr, aux partis politiques. Il a suscité beaucoup bien sûr, de paroles de part et d'autre. Le deuxième sujet, c'est le rapport sur la question mémorielle entre l'Algérie et la France portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Troisième sujet, importation des véhicules neufs. Farhat Ali allez créer la polémique, le flou total. On aura, pour en discuter donc tous ces sujets, pour en parler, avec nous Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS depuis Alger qu'il sera avec nous. Yamina Mgharaoui, syndicaliste indépendante depuis Alger aussi. Nazim Taleb, membre du mouvement Rachad, qui sera avec nous par Skype, via Skype depuis Paris. Et Jamel Gissoum, ex-candidat aux législatives, qui sera avec nous aussi via Skype de Paris. Je pense qu'on a Nazim Taleb qui est avec nous, Jamel Gissoum aussi. Nazim Taleb, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, merci de votre invitation et bonsoir à tout le monde, à tous vos invités, à vos téléspectateurs. Merci à vous, Nazim. Jamel Gissoum qui est avec nous aussi, on me dit. Jamel Gissoum, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Marhaba bik. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci. Merci, Jamel. Je ne sais pas si on a encore Yamina Mgharaoui qui est avec nous. Yamina Mgharaoui, elle est avec nous. Yamina Mgharaoui, merci d'avoir accepté l'invitation. Je précise que vous êtes syndicaliste indépendante, militante politique, militante des droits de l'homme aussi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Je préfère qu'on me présente juste comme une syndicaliste autonome. Très bien. Merci beaucoup. Syndicaliste autonome donc. Yamina Mgharaoui, je vais commencer cette émission avec vous. D'abord, on est très content de vous avoir dans cette émission. Je vais commencer donc par ce projet de loi électoral. D'abord, les observateurs en Algérie, les observateurs politiques pensent que cette loi n'a pas de sens parce que la dynamique qu'il y a avec le Hirak, qui demande la rupture avec le système et que cette loi n'apportera rien en termes de changement politique. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ce projet de loi et bien sûr, je précise qu'une mouture a été distribuée aux partis politiques, on nous dit. Quelle est votre lecture, Yamina Mgharaoui? مساء الخير نصر، مساء الخير لكل الانفيتي ومساء الخير للمشاهدين أوراس تي في. أنا بالنسبة لي كل القوانين اللي تصدر على هذا النظام، toutes les lois qui proviennent, toutes les lois qui émanent du système, pour nous, c'est des lois nulles et non avenues. C'est des lois اللي رايحين يصبوا pour le prolongement du maintien du système, ni plus ni moins. Donc, toutes les lois, donc qu'il s'agit de la loi des finances, qu'il s'agit du projet de la Constitution, qu'il s'agit de la loi électorale, d'autant plus. Donc, ce sont des lois qui sur soi, qui aident justement au maintien du système ni plus ni moins. Ça, donc, pour moi, ça ne doit même pas être débattu. Donc, nous savons parfaitement aujourd'hui que d'abord, ce qui veille aux lois, c'est d'abord le Conseil constitutionnel. Or, le Conseil constitutionnel lui-même, il est donc, il ne joue pas sa mission, il n'assure pas le contrôle des violations des lois, il couvre au contraire les violations des lois. Donc, c'est à partir de ce moment-là que on comprendra parfaitement que toutes les lois qui sont faites aujourd'hui, c'est des lois fédérales, c'est des lois contre la démocratie, contre la liberté, contre le peuple, et c'est des lois justement qui vont dans l'intérêt exclusif justement de la SABA, ni plus ni moins. Voilà ce que j'ai à dire à ce sujet-là. Très bien. Restez avec nous, Yamina Mgharaoui. Je vais donner la parole à Jamel Gissoum. Jamel Gissoum, merci encore une fois d'être avec nous dans cette émission. Vous avez entendu ce qu'a dit
Yamina Mghraoui, c'est une loi qui est contre le peuple, contre la volonté du peuple, et elle fait, si on peut dire, donc elle est dans la continuité de ce que le régime veut. Mais on nous dit que cette loi, on nous dit que cette loi a été modifiée, qui vise la consécration de la démocratie, de la vie politique et la garantie du libre choix de toute influence matérielle. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamel Gessoum, alors que la dynamique, j'avais donc dit ça dans ma question avec Yamina Mghraoui, la dynamique dont veut le Hirak, c'est le vrai changement. Il ne veut pas qu'il y ait des maquillages par-ci, par-là. Ce que je peux en dire, c'est que dans ce projet de loi, vous savez, moi je distingue très clairement et très nettement les règles, la loi et la morale. On peut écrire les lois que l'on veut, tout dépend des finalités que l'on veut mettre en œuvre. Si bien que il était prévu dans la Constitution que M. Bouteflika ne pouvait pas se présenter, ça ne l'a pas empêché de le faire. Donc, moi, je distingue bien les écrits, les règles, la loi, la morale et la finalité que l'on veut en finalité mettre en œuvre. Donc, je distingue bien cela. Dans la position de Mme Mghraoui, je ne sais pas si on peut, en tout cas raisonnablement, être à l'extrême, c'est-à-dire que de cette loi au Conseil constitutionnel, tout serait à mettre à la poubelle. Mme Mghraoui précise loi scélérate, elle précise, en tout cas, elle est absolument contre tout. Je ne sais pas si c'est une position politique ou en tout cas une position, une analyse qui serait, je dirais, équilibrée. Il ne peut y avoir dans un projet, dans une organisation sociale, 100% de mauvais ou de négatif. Ça me paraît, si vous voulez, ça me paraît un peu être une position extrémiste, pas au sens où on peut l'entendre, mais être contre tout ou pour tout ne me paraît pas, de mon point de vue, notamment dans ce cadre de ce projet de loi électorale, être de bon sens. C'est mon avis. Il y a à prendre, il y a à laisser, mais il y a surtout à mettre en évidence et en exergue quelle finalité voulons-nous obtenir, quelle que soit la loi écrite. C'est le sens politique et c'est la liberté qui sera importante à mettre en œuvre. Très bien. Reste avec nous, Jamal Gessoum. Nazim, je vais vous donner la parole, Nazim. Qu'est-ce que vous en pensez de cette loi électorale? Beaucoup, bien sûr, d'Algériens pensent qu'elle n'a pas de sens, que ce n'est pas du tout, si on peut dire, la priorité des Algériens. D'abord, il faut respecter donc les revendications du peuple algérien qui disent qu'il faut qu'il y ait un vrai changement, une ouverture du champ politique, une ouverture du champ médiatique. Et là, ils nous sortent donc ce projet de loi que Yamina Mghraoui qualifiait que c'est une loi qui va donc au sens du régime et de ce qu'il veut donc achever. Bon, à mon avis, il faut quand même rappeler des principes de base. Aujourd'hui, on est dans une Algérie où le président Tebboune a été élu avec la fraude par 5 millions d'Algériens sur 44. Si on prend les électeurs ou ceux qui sont en âge de voter, ils sont à peu près 22 millions. Donc, il n'a aucune légitimité, premièrement. Secondo, vous avez une constitution avec la fraude qui a été adoptée par 23% des électeurs. Je dis avec la fraude, c'est-à-dire en réalité, c'est moins de 10% de la population algérienne. Et là, on vient nous présenter une loi électorale. Donc, on ne peut pas aujourd'hui parler ou débattre d'une loi électorale qui a été faite par un président illégitime, par voie de conséquence un gouvernement illégitime et une constitution qui est largement impopulaire. Donc, débattre de cette loi, c'est tout simplement rentrer dans le jeu du régime. Les Algériens ont été clairs dans leur message. Ils ont dit « on veut une Algérie
Pas nouvelle comme eux l'ont nommé, le Jazair Jadida, mais une vraie Algérie plurielle. Une vraie Algérie où la liberté d'expression est reine. Comment sincèrement, parler d'une loi électorale, c'est-à-dire que les gens vont exprimer un programme, vont exprimer des critiques vis-à-vis d'un gouvernement, et en même temps, vous avez, pour un simple post Facebook ou une contestation ou une critique vis-à-vis d'un gouvernement, on met les gens en prison. Mais de quelle loi électorale ou de quelle campagne électorale parlerons-nous? Donc, je suis tout à fait d'accord avec Mme Maghraoui quand elle dit il ne faut pas rentrer dans les détails, il ne faut pas rentrer dans ces lois parce que tout simplement, c'est une loi qui a été faite par un régime militaire avec une façade civile. Tebboune, on sait très bien qu'il a été nommé par les militaires et que la loi électorale ne changera strictement rien au quotidien de l'Algérie. Rappelez-vous 2012, quand ils ont dit aux Algériens, allez voter, c'est important de voter, là, cette fois-ci, ce ne sera pas la même chose. La même chose est répétée en 2017 avec les élections législatives. Il y a le danger extérieur. C'est toujours la même chose, toujours la même chose. Et ça n'a rien changé parce que la colonne vertébrale, parce que les fondamentaux, parce que la façon de gérer l'Algérie est faite de la même manière, à savoir une mainmise de l'armée sur la décision politique, et tout le reste, c'est que du blabla, c'est que du blabla. Donc, encore une fois, ne rentrons pas dans ce piège. Encore une fois, notre feuille de route, elle est claire. Et pour bâtir Nazim Taleb, quand on nous dit que cette loi électorale, bien sûr, qui a été demandée par Abdelmadjid Tebboune, on l'avait même entendu dans son message sur Twitter, qu'il avait donc, il dit que cette loi est principalement sur la finalisation dans les plus brefs, donc il parle la finalisation dans les plus brefs délais d'élaborer le nouveau projet de loi. Donc, en prévision des échéances électorales importantes, qu'attend le pays et la moralisation de la vie politique. Donc, on parle de la moralisation de la vie politique, la préservation du processus électoral, de l'influence de l'argent, tout en ouvrant la voie aux jeunes et à la société civile pour participer à la prise de décision à travers les instances élues. Alors, attendez, vous parlez de moralisation de la vie publique. Comment peut-on parler de la moralisation de la vie publique quand on est soi-même issu de la corruption? C'est pas moi qui le dis, Nasser. C'est Yahya, lors de son procès, il leur a dit allez regarder au ministère de Sakan, de l'habitation. Des milliards ont été engloutis dans le ministère dont Tebboune avait la tutelle. Tebboune est dans le sérail depuis 68. Il est dans toutes les combines. Il a de l'aveu même de la Essaba à baigner dans la corruption. Comment on peut parler de la moralisation de la vie publique? Aujourd'hui, on a encore des scandales. On a aujourd'hui encore de la corruption. Rappelez-vous, Tebboune, qu'est-ce qu'il nous a promis? Qu'est-ce qu'il a promis aux Algériens? Est-ce qu'il a une seule promesse qu'il a tenue? Il a promis le train Tamanrasset-Alger. Il a promis comme quoi il allait récupérer l'argent qui était à l'extérieur. Est-ce qu'il a récupéré un centime? Il n'a pas récupéré un seul centime. Comment peut-il récupérer de l'argent qui a lui-même était un voleur, lui-même était corrompu? Encore une fois, de l'aveu même de l'Aïsaba, c'est même pas moi qui le dis. Comment peut-on parler de Tebboune quand lui-même il n'est pas légitime? Tebboune, il a promis aux Algériens que l'Algérie allait exporter 5 milliards en dehors des hydrocarbures. Aujourd'hui, regardez la situation économique, regardez juste l'Hlib. Rappelez-vous son ministre Rgui qui a dit avec l'informatique en une semaine on va régler le problème de l'Hlib. Rappelez-vous de ça? Rappelez-vous des autres déclarations? C'est du pipeau. C'est du pipeau. Ils ont aucune honte, ces gens-là. Ils ont aucune honte. Ils offrent, avec tous les baratins qu'ils ont fait pour les Algériens, ils sont encore là, en train encore de baratiner et de faire croire. Qui est l'Algérien aujourd'hui, Nasser? Je vous pose la question simple.
Peut-être qu'à l'époque de Gaïd Salah, il y a ceux qui ont été, à qui on a miroité septembriat, novembriat, que les choses ont changé. Mais même eux, on les voit, on leur parle, on les voit dans les réseaux sociaux. Ils se sont rendus compte de la supercherie. Nasser, est-ce que vous connaissez un seul Algérien qui va vous dire « Je crois à ces élections vont changer les choses ». Les élections présidentielles n'ont pas changé les choses. Tebboune, il est encore parti en Allemagne. Lui qui disait on est dans le meilleur système de santé africain. Pour un soi-disant un pied qui est cassé, il part en Allemagne et il vient nous dire que l'Algérie va changer. Lui-même n'y croit pas en Algérie puisque lui-même ne se soigne pas dans son propre pays. Et vous croyez que les Algériens vont croire encore une fois cette supercherie? Nasser, il n'y a pas d'autre solution. C'est le hirak, c'est la pression populaire, la pression de la rue, jusqu'à ce que Hadam Nedam yusqut. Il n'y a pas d'autre solution, Nasser. Très bien. Reste avec nous, Nazim Taleb. Je vais revenir à Yamin Amgharaoui. Yamin Amgharaoui, la mouture du projet a été distribuée aux partis politiques, on nous dit, pour enrichissement. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de mettre en place donc, une feuille de route pour faire barrage au retour du hirak? Et est-ce qu'on va bien sûr utiliser les partis qui si on peut dire, sont dans l'opposition? Certainement. Regardez, ils sont en train de créer de nouveaux partis. C'est des micro-partis. Ils prennent quelques éléments et ils sont en train de délivrer actuellement des agréments pour des partis. C'est pas pour rien. Le 50% pour des femmes, c'est également un autre piège et c'est pas pour rien. Donc, comme l'a dit votre invité, moi je refuse de débattre. Je refuse de débattre une loi qui émane même des institutions ou des partis illégitimes hors la loi. Donc c'est tout le système qui est hors la loi. Donc je ne peux pas. Je dis bien que c'est toutes les lois qui sont faites, c'est pour nous piéger, ni plus ni moins. C'est pour gagner du temps pour eux. C'est pour nous piéger, surtout pour nous piéger, vous comprenez? C'est pour ça que moi, je refuse de débattre sur ces lois parce que on a tiré assez de leçons. Parce que si on ne tire pas de leçons des élections, enfin du référendum du 1er novembre, c'est qu'on n'est vraiment pas conscient, c'est qu'on est vraiment atteint de cécité, d'une grande cécité. Ce qui s'est passé justement le 1er novembre pour le référendum, c'est quelque chose d'historique, d'incroyable, d'inattendu. Et ils ont quand même validé. Et la Constitution a été adoptée. Vous voyez donc une loi, normalement tout doit émaner de la Constitution. Et de ce fait, donc rien ne se fait, aucune loi aujourd'hui. Donc, quelle que soit sa force, quel que soit donc le colmatage qu'on peut apporter, donc c'est des lois pièges, c'est des lois qui d'abord ne doivent pas être considérées parce qu'elles émanent toutes d'un système corrompu, d'un système hors la loi. Donc, tout ce qui émane d'un système hors la loi sont effectivement hors la loi. Voilà justement. Très bien. Ce que j'ai à dire, parce que je le dis, je le redis, que tant que le système n'est pas parti, tant que maintenant guerre, alors aucune loi ne peut régler le problème, parce que ces lois, je le dis bien, qui est-ce qui va l'appliquer? Si on considère la justice qui est instrumentalisée, regardez ce qui se passe au niveau des tribunaux algériens, regardez ce qui se passe au niveau des API, au niveau des APC. Aujourd'hui, on arrête des API, des APC parce qu'ils ne fonctionnent pas, parce qu'ils n'appliquent pas les directives de la SABA. Donc, aucune loi aujourd'hui n'a sa valeur. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait débattre, pour moi, ce n'est pas débattre les lois, c'est d'abord débattre le comment du départ du système. Très bien, restez avec nous. Yamin Amgharaoui, je pense qu'on a été rejoint par Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS, qui est avec nous depuis Alger. Karim Tabou, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi. Merci de l'invitation et bonsoir à vous et aux invités.
Merci Karim Tabou. Karim Tabou, si on revient un peu sur cette loi électorale qui a été élaborée et qui a été la mouture a été distribuée aux partis politiques, on nous dit, pour enrichissement. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'ouverture, d'une nouvelle ère, où il y a, si on peut dire, à quoi il joue le régime, alors qu'on sait très bien que le Hirak, quand il a commencé en 2019, il demandait donc la rupture avec le régime, avec le système et aussi la manière de gouverner. Quelle est votre lecture donc de cette loi électorale? À quoi joue le régime? À quoi joue le régime? D'abord, il faut bien regarder c'est quoi le régime et qui sont des éléments qui travaillent pour le régime. Et puis en seconde position, il n'y a pas lieu de s'interroger que veut le régime. Le régime a depuis toujours à travailler pour la même finalité, le maintien. Vous voyez bien que justement ce régime, par la faute justement de l'inexistence d'une presse indépendante au sens propre du terme, d'une élite autonome au sens propre du terme, d'une représentation politique et sociale autonome au sens propre du terme, le pouvoir, le régime a quand même fait un pas en avant en essayant d'imposer son débat. Aujourd'hui, on va débattre d'une loi que veut le régime. Le régime, il a la même finalité, le maintien. Bien sûr qu'au niveau des instruments et des partenaires, encore une fois, le régime a refusé toute concession démocratique pour le peuple, toute concession démocratique de nature à l'interroger, à le surveiller, à le contrôler, à le soumettre au contrôle de la population. Et voilà, donc il a élaboré une stratégie, une démarche de travail qu'il a imposée, malgré tous les rejets exprimés autant par les manifestations, par le Hirak que par l'abstention des Algériens, notamment lors des élections présidentielles et particulièrement lors du référendum sur la Constitution. Mais le pouvoir continue de chercher dans la société des segments de la société qui vont céder à ces calculs, mais également qui vont rejoindre la démarche du pouvoir pour des motifs aussi divers que parfois confus, farfelus, obscurs. Il est clair qu'aujourd'hui, le pouvoir veut attirer une partie ce qu'on appelle la classe politique, parce qu'au fait, et il faut regarder les choses en face, il ne faut pas avoir peur des mots. La classe politique a eu peur du Hirak, parce que c'est une classe politique qui a fait un choix. Il a fait depuis des années le choix d'avoir des ancrages dans les institutions du pouvoir, de l'État, et n'a pas cherché à avoir des ancrages dans la société. Parce que cette classe politique a considéré que c'est le pouvoir qui donne, ce n'est pas le peuple qui mandate. Avoir un siège à l'Assemblée nationale... Mais quand vous parlez de la classe politique, Karim Tabou, est-ce que vous parlez de l'opposition ou vous parlez des partis qui soutiennent vous savez, les concepts de l'opposition et de... Vous savez, il y a des partis qui donnent l'apparence de partis d'opposition parce qu'ils s'opposent au Wali par-ci, ils s'opposent au chef de Daïra par-là, mais dans le fond, ils sont d'accord avec le maintien du système parce qu'ils considèrent que leur survie dépend beaucoup plus de la survie du système que du départ du système. Vous voyez, quand les chefs politiques, les partis politiques, les responsables politiques sont mis dehors, des manifestations sont rejetées par le peuple, sont rejetées par le Hirak, il est clair qu'ils vont chercher à trouver le moyen d'exister autrement. Et c'est pour cette raison le pouvoir s'adresse à une classe politique dont il connaît les codes, il connaît les faiblesses, il connaît les limites. Et quand je vois les partis dits d'opposition discuter
d'une loi qui a une seule finalité, parce que le problème n'étant pas dans les dispositions des lois, n'étant pas dans les aspects techniques de quelque chose, de la loi ou de la Constitution, il est d'abord, et c'est la responsabilité des partis politiques, notamment ceux qui se proclament de l'opposition, de comprendre c'est quoi l'objectif final d'une loi. Cette loi électorale vise à maintenir le système avec une nouvelle façade. Bien sûr que cette fois, et c'est mon point de vue personnel, ils vont élaborer une loi qui va donner l'impression que les choses bougent, que l'image n'est plus la même. Bon, nous allons avoir une Assemblée nationale probablement dominée par les indépendants, mais ça va être le RND, le FLN en grande partie qui est recyclé dans des listes indépendantes. On va probablement effacer de la scène momentanément le RND, le MPA, le TEDJ, et on va trouver de nouveaux clients, de nouvelles formations politiques qui vont prendre la place. Ça va être, vous les connaissez, les partis aujourd'hui sont en train de se réunir, ils sont en train de discuter de la loi électorale. Dès lors que le pouvoir a lancé l'APA, cette loi est un APA. Tous ceux qui vont trouver de l'intérêt à discuter de cet APA, eh ben, ils vont avoir la récompense. Le pouvoir va leur donner la récompense. Et en finalité, après cela, le pouvoir va dire tout simplement que désormais, les problèmes du pays ne doivent plus être posés dans la rue, ils devront être posés au niveau de l'Assemblée nationale. Et pire encore, le pouvoir va, et d'ailleurs le chef de l'État l'a bien dit, il a dit que j'étais prêt à financer les listes de jeunes, les listes aux législatives, mais c'est bien clair que le travail est en cours. Ce qu'ils appellent la société civile, ou entre guillemets, les gens qui sont structurés par l'administration. Le ministère de l'Intérieur est en train de créer des milliers d'associations, est en train de créer des milliers de comités de quartier. Assez souvent, c'est un recyclage d'une ancienne représentation des organisations satellites du pouvoir. Eh ben, il va donner l'impression, mais bien sûr avec la légitimation entre guillemets, de nouvelles images politiques. J'imagine que les partis dits de l'opposition, cette fois, ils vont augmenter le nombre de leurs sièges sans poser problème aux équilibres importants du pouvoir. Le pouvoir va avoir de nouveau le FLN et le RND, mais cette fois sous des listes indépendantes, et il va également donner l'impression que des figures du Hirak, probablement des jeunes qui veulent bien s'investir et qui n'ont pas, j'allais dire, le conscience des enjeux importants dans certaines wilayas. Vous savez, hein, pour avoir marché une fois dans une manifestation, il y aura certainement des gens qui vont sortir leurs photos pour avoir participé, ils vont constituer des listes et on va dire qu'une partie du Hirak rejoint les élections. Il y a véritablement une entreprise destinée à donner l'impression que tout change, que tout bouge, pour que rien ne bouge et pour que rien ne change. Et il y a également mais est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que cette manœuvre, est-ce que vous pensez que c'est une manœuvre pour essayer de casser le Hirak et d'empêcher le Hirak de revenir? Est-ce que aussi le régime va réussir? Vous savez, le pouvoir non seulement veut casser le Hirak, le pouvoir veut effacer, y compris de la mémoire des gens, l'idée même du Hirak. Et cette réactivation, cette réanimation de cette classe politique dans la perspective de se voir attribuer des sièges aux prochaines élections législatives et une deuxième vague qui va venir aux élections
locale, c'est-à-dire que tous ceux qui se proposent comme clients au pouvoir vont recevoir des récompenses et vous savez, c'est un système qui fonctionne par une logique de cooptation et de distribution de sièges. Et on veut finalement dire aux gens que désormais, il n'y a plus de raison de manifester. Il y a une assemblée nouvelle, et puis dans cette assemblée, il y a l'opposition, et puis il y a même certains, probablement, et personnellement, je ne le souhaite pas, probablement il va y avoir quelques éléments qui ont participé au Hirak, notamment dans certaines wilayas. Probablement, ils vont constituer des listes indépendantes, et à travers cela, on va donner l'apparence d'une assemblée, comment dirais-je, qu'on va appeler Assemblée de l'Algérie al-Jadida, al-Jadida, ولكن dans le fond, que le pouvoir est le même, il va se maintenir, il va rester en place, et je pense que la majorité des Algériens qui sont dignes, qui sont restés cohérents et qui sont restés engagés sur le terrain ne vont pas céder à l'appât, ils vont refuser cette énième mascarade et ils vont encore continuer de se battre pour les objectifs importants, à savoir la démocratie, l'état de droit, la justice indépendante et une mise en place d'un vrai processus qui aboutira à la consécration de la volonté du peuple. En tout cas, cette loi électorale, la manière dont il est posé aujourd'hui au débat, la constitution, le chef de l'État actuel, comment il a été élu, tout ce processus-là n'est pas de nature à consacrer la volonté du peuple. Bien au contraire, il est mené d'une manière progressive, organisée, méthodique pour empêcher justement la volonté du peuple de s'exprimer. Et d'ailleurs, dans un pays où vous avez 80% du peuple algérien, et selon les chiffres officiels, n'a pas trouvé de l'intérêt à aller voter la Constitution, qui est la première loi du pays, c'est une vraie faillite. C'est un système en panne de vision, en panne de démarche, en panne de projet. Et la solution, tout simplement, je viens d'entendre notre ami qui m'a précédé, serait tout simplement de se préparer et de s'organiser, de s'engager, de rester mobilisé pour le départ du système et pour la consécration de la volonté du peuple. Mais de rester mobilisé, Karim Tabou, est-ce que vous pensez que le peuple peut revenir avec la densité, la force qu'on a vue en 2019, des millions d'Algériens qui sortaient. Et ça, c'est une question très importante. Vous savez très bien, vous êtes politicien, vous savez très bien qu'on parle des rapports de force. Et ce qui a fait échouer le 5e mandat, c'est ce soulèvement populaire algérien. Est-ce que vous pensez que le Hirak va revenir à sa force ou retrouvera sa force? Vous savez, il y a 2 ans ou 3 ans, nous n'étions pas nombreux à le dire et à l'espérer que le peuple pouvait changer les choses. Une grande partie de l'élite algérienne, des médias algériens, des journalistes algériens, des intellectuels algériens considéraient que ce peuple est frappé d'amnésie, frappé d'incapacité d'exister, de réagir. Les 20 années de Bouteflika, beaucoup avaient cru que Bouteflika a achevé le peuple algérien. Ben c'est faux. Beaucoup y compris le pouvoir, et c'est les prévisions justement du pouvoir, c'est les lectures fausses du pouvoir. Le pouvoir a cru qu'après une décennie noire de traumatisme profond de la société, cette société est partie pour un siècle. Elle ne peut pas se relever d'une telle épreuve, d'un tel traumatisme. Donc, la réalité, elle est là. C'est que le peuple algérien, par sa propre volonté, ce n'est ni répondant aux appels de X ou de Y, c'est la volonté du peuple. Et aujourd'hui, le peuple voit bien
que ces espoirs n'ont pas été réalisés, que les engagements pris n'ont pas été réalisés. Bien au contraire, il assiste quotidiennement à des opérations qu'on appelle de retournement de veste, de trahison. Et puis même ceux qui ont cru à ce processus aujourd'hui se rendent bien compte que finalement c'était, je m'excuse de l'expression, c'était une vraie arnaque politique. Et là, je pense que le peuple algérien qui a défié Bouteflika, qui a défié la peur, qui a défié la corruption, vous imaginez dans un pays où un régime a dépensé 1000 milliards de dollars, ça n'a pas empêché le peuple algérien de sortir, et c'était des millions à sortir, à revendiquer, quoique le pouvoir a essayé de gagner quelques pans de la société, quelques franges de la société par des pratiques qu'on connaît bien, et finalement, la volonté du peuple, rien ne peut l'empêcher. Ni la corruption, ni la peur, ni les hésitations, ni les manœuvres, ni les mensonges, rien ne peut arrêter la volonté du peuple. Personnellement, je reste optimiste. Je pense que le peuple algérien a pris un coup de maturité, et la preuve pendant le Hirak, si ce n'est pas la pandémie, au milieu du Hirak, pendant les épreuves dures du Hirak, avec toutes les manœuvres dilatoires, les manœuvres de division, les manœuvres, souvenez-vous, il y a eu vers le 7e vendredi ou le 8e vendredi, il y a eu de la violence. On a même dit qu'on a arrêté des gens qui portaient des matériels sophistiqués. On a bien dit aux gens qu'il y avait des attentats qui étaient prévus. On a bien dit aux gens, attention, c'est les Kabyles qui font des problèmes. On a bien dit, attention, c'est les islamistes qui sont en train de manipuler les foules. On a bien dit, attention, c'est Dawla al-Amiqa qui est en train de régler ses comptes aux autres. On a fomenter toutes sortes de scénarios, toutes sortes de manœuvres. Le peuple est resté constant, est resté cohérent, est resté engagé. Malheureusement, il y a eu quelque chose qui a dépassé la volonté du peuple, c'est la pandémie, c'est la nécessité de se confiner, de se soumettre à des dispositions de santé, etc. Je pense que ça n'a fait que reporter la bataille, mais sinon le peuple algérien, dans son immense majorité, reste engagé. En tout cas, il refuse. Il ne cède pas. Il n'est pas résigné. Contrairement à ceux qui pensent que ce peuple est résigné et fini, etc., quand même pendant des mois et des mois, avec une propagande puissante et des agents, une armée de mercenaires étaient mobilisés à tous les niveaux pour accréditer la thèse qu'il y a des problèmes idéologiques, qu'il y a des conflits idéologiques pour diviser le Hirak. Malgré tout cela, le peuple algérien est sorti uni. Jamais on n'aurait imaginé dans ce pays, dans 48 wilayas, après les élections présidentielles, 0% de participation en Kabylie, alors que tout le monde pensait qu'on allait accuser cette région, qu'on allait stigmatiser cette région. Bien au contraire, les Algériens dans 48 wilayas, ils ont dit « Al-Jazair taftakhar bikom ». L'Algérie est fière de la Kabylie, est fière de tous ces Kabyles qui ont ramené le taux de participation à 0. Et bien sûr, ils auraient aimé le faire ailleurs, ils l'ont fait, mais vous savez, les manipulations fonctionnent parce que les habitudes sont là, parce que les ancrages sont là. Et je pense que toutes ces manœuvres, rappelons-nous de la manœuvre dilatoire, j'allais dire très difficile, parce que elle entraîne l'émotionnel, elle entraîne le symbolique, l'historique, etc., qui a été faite du drapeau amazigh. Ce drapeau, c'est notre drapeau. C'est le drapeau de tous les Amazirs. Au-delà de l'Algérie, c'est le drapeau de tous les Imazighanes de l'Afrique du Nord. Mais le pouvoir, on a fait un abcès de fixation, et sur cet abcès de fixation, il a cru pouvoir trouver une manœuvre pour dresser les uns contre les autres. Les Algériens ont bien
déjouer ce scénario. Donc ce n'est pas une loi électorale, ce n'est pas la participation de cette classe politique vendue au régime qui va changer grand-chose. Très bien. Karim, j'aimerais aussi, j'ai une question, si vous pouvez rester avec nous, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais surtout sur l'appui de ce régime sur les puissances occidentales. On parle bien sûr de ce travail de mémoire entre l'Algérie et la France. Et là, je vais donner la parole à Djemal Ghessoum. Djemal Ghessoum, vous avez entendu Karim Tabou sur le deuxième sujet, donc sur le rapport qui a été remis par Benjamin Stora au président Emmanuel Macron. Vous êtes né en France, juste donc pour rappeler. Qu'est-ce que vous pensez donc de ce rapport? Qu'est-ce que vous pensez de ce travail de mémoire? Est-ce qu'il est important? Est-ce que vous pensez aussi que le rapport suffit ou il faut des gestes politiques? Tout d'abord, en quelques secondes, je suis absolument frappé par le côté du spectre binaire que peuvent avoir vos invités. Quoique je crois en la sincérité de Karim Tabou, puisque je l'avais d'ailleurs invité sur mon plateau à Saint-Denis lors de Hirak. Mais moi, je suis absolument frappé, moi qui suis né en France et qui ai toujours vécu en France, par le côté binaire, c'est-à-dire le côté extrême des choses où on retrouve un peu l'idée de, je le notais, de refus de débattre. Moi, je suis absolument frappé par cela. Je suis également très frappé par le principe de cumul d'anecdotes pour tenter d'expliquer, et c'était M. Nazim Taleb qui parlait de ce que disait Ouyahia, parce que maintenant Ouyahia, c'est devenu une source de vérité, etc. C'est complètement, c'est vraiment affolant. Qui parle d'un train Tamen Rasset Alger, parce que vous dormez le matin, vous dormez le soir, vous levez le matin, vous avez déjà un train pour Tamen Rasset. Moi, je suis absolument frappé. Moi qui n'ai pas vécu en Algérie, je suis absolument frappé par non seulement cette absence de maturité politique, mais c'est Tebboune. Djemal Ghessoum, je vais vous donner la parole. Désolé, je vous écoute. Mais c'est Tebboune qui disait que dans sa campagne électorale, il a parlé de ce train de TGV même. Il a même prononcé le TGV de Tamen Rasset à Alger. Il avait parlé aussi de récupérer l'argent qui a été détourné. Un TGV de Alger à Tamen Rasset, avec la crise sanitaire qu'il y a depuis mars. Un peu de sérieux, vraiment. Si on aime l'Algérie, moi je l'aime l'Algérie, je suis né en France, je travaille à travers le monde, donc j'ai une idée peut-être, enfin j'ai ma propre idée de la politique, mais si c'est cela... Est-ce que vous pensez que Karim Tabou, Nazim Taleb, Yamin Amgharaoui n'aiment pas l'Algérie? Non, Karim Tabou est sincère dans sa démarche. Nous nous sommes rencontrés, je l'ai invité, j'ai eu d'ailleurs un très grand plaisir à l'inviter à Saint-Denis, ici en région parisienne, sur mon plateau de télévision où nous avions échangé et il avait dit tout ce qu'il avait à dire sur Hirak. Karim Tabou, je le dis et je le répète, il est absolument sincère dans sa démarche. Mais c'est ce principe de cumul d'anecdotes de M. Nazim Taleb où on a l'impression que c'est vraiment de la politique par SMS. Enfin, je veux dire que mon regard, il est très critique. Et puis, c'est aussi cela, l'idée d'aujourd'hui, c'est de... Mais aussi, Djemal Ghessoum, vous parlez de respect d'avis d'autres personnes, donc c'est leur avis, donc j'aimerais bien entendre votre avis aussi. J'ai le droit de porter un regard sur un référentiel politique à travers le référentiel qui est le mien, puisque moi je n'ai pas vécu en Algérie, j'ai une certaine prise de recul par rapport à tout cela. Moi je suis frappé, par exemple, qu'on prenne Ouyahia comme exemple, qui vendait des lingots d'or à Alger et que ce serait devenu une source de vérité. La hawla wa la quwwata illa billah. Sinon, sur votre deuxième question, et qui va rejoindre aussi, je crois que les sujets que vous avez choisis, Monsieur Djoudi, sont intéressants parce qu'il y a des entremêlements entre eux. Moi, je trouve ça intéressant. Sur la question mémorielle, je trouve que, tout d'abord, moi, je ne suis pas naïf sur le fait que, sur votre troisième sujet, sur la question des licences d'importation de véhicules, qu'il y a eu un revers de bâton envers l'Algérie par la France, du fait qu'aucune des sociétés françaises n'ont été retenues dans l'appel d'offres. Moi, je dirais merci à l'État, tant mieux. De ce point de vue, j'aimerais crier au cœur à la fin de cette émission, car je suis très en colère contre l'État algérien, mais sur un autre volet. Par conséquent, très bien, on laissera. Donc sur ce dossier de mémoire. Comment?
la question de la mémoire, donc entre Alors sur la question de la mémoire, l'Algérie et la France. il y a une des diversions de l'État français en utilisant le fait qu'elle n'avait pas eu de licence d'importation pour à la fin dire il n'y aura pas d'excuses, etc. Ça, il n'y aura pas d'excuses, on l'entend depuis des années. Ça n'est pas quelque chose de nouveau. Donc de ce point de vue, pour moi, je ne dirais pas que c'est un non-débat, on doit en débattre. Je n'aurais pas la position de Mme Maghraoui ou de M. Nazim Taleb, où on refuse de débattre. Non, moi, je respecte l'essence même de la démocratie. Si eux la refusent, c'est leur avis. Moi, j'accepte de débattre de tous les sujets avec toute personne, à partir du moment où il est algérien. J'accepte d'ouvrir le débat avec des avis, bien évidemment, qui peuvent être opposés, mais ayant des principes démocratiques de base, moi, je ne refuse pas de débattre. Voilà un peu mon avis par rapport à la question mémorielle. Très bien. C'est un non-événement. Pour moi, c'est un non-événement. Mais Macron a dit donc pas d'excuses par rapport à ce passé. Oui. Et ça, si vous voulez, j'en aurais été étonné. On peut en être étonné parce que vous l'avez bien dit, M. Djodi, qu'il avait dit crime contre l'humanité lorsqu'il était venu en février 2017. Mais vous savez que tous ceux qui veulent prétendre à l'Élysée sont obligés de passer par Alger parce qu'il y a une grande communauté algérienne en France. Donc il a dit ce qu'il avait à dire pour plaire. Aujourd'hui, je suis absolument persuadé que si dans le cahier des charges du ministère de l'Industrie, il y avait eu Renault, Peugeot et Citroën, il n'aurait pas dit cela. Ce n'est, de mon point de vue, parce que j'ai malheureusement perdu la naïveté, ce n'est qu'une réponse au fait qu'aucune compagnie française n'a été retenue. De ce point de vue, Macron a exactement la même position que les précédents président français qui disait pas d'excuses, donc pour moi, non-événement. Très bien, restez avec nous, Jamal Kssoum. Nazim Taleb, je reviens à vous sur cette question donc, de criminalisation du colonialisme. Benjamin Stora a rendu son rapport et on attend le côté algérien. Bien sûr, Abdelmajid Chikhi, on n'a rien entendu. Il dit que le peuple algérien ne nécessite pas un texte de loi pour criminaliser le colonialisme. Qu'est-ce que vous en pensez de ce rapport, Nazim Taleb? Je tiens quand même tout d'abord parce que ça devient, comment dirais-je, ça devient embêtant et même lassant que M. Ghasmi, la dernière fois, il a parlé d'idiotie, maintenant il parle d'amateurisme, et monsieur distribue la carte du patriotisme. Donc certains sur le plateau sont patriotes et d'autres, ils ne sont pas patriotes. C'est exactement les méthodes du régime. Il vous distribue des étiquettes. Alors vous êtes patriote, vous n'êtes pas patriote. C'est comme si Ghasmi est dans mon cœur et il sait à quel point je déteste l'Algérie. C'est quand même affolant. C'est pas monsieur Ghasmi qui va me dire c'est moi qui est patriote. C'est pas moi qui me suis présenté aux élections 2014. C'est pas moi qui me suis présenté aux législatives 2017. C'est pas moi qui suis allé voir Bachar el-Assad avec Arif Mchakra, qui est d'ailleurs en prison, son ami, qui n'a jamais défendu d'ailleurs au passage. C'est pas moi qui ai accueilli le consul de Créteil ici, un consul qui est nommé par un régime qui est illégitime. Donc c'est pas à lui de nous donner des étiquettes ou des cartes de patriotisme. Donc ayez un peu de respect pour vous-même. Je connais votre passé et les Algériens connaissent votre passé. Alors maintenant, si vous êtes né en France et vous connaissez pas l'Algérie, Monsieur Ghasmi, je vous rappelle que c'est pas que Oyahia qui a dit que Tebboune était dans la corruption. On sait très bien que dans le logement, il y a énormément de corruption. C'était les postes les plus élevés en termes de dépenses publiques, des millions de logements. Regardez juste la qualité. Soyez en moins objectif et honnête avec vous-même. Allez voir les immeubles qui ont été construits en Algérie, qui ne respectent aucune norme. Des immeubles tout nouveaux, à la première pluie, ça goutte de partout. Il n'y a aucune logistique ou des travaux annexes, comme par exemple du théâtre, du sport pour les enfants, etc. Donc, c'est même pas une question de Oyahia, c'est une question de réalité. Allez voir les logements qui ont été construits par Tebboune et les milliards que ça a coûté. Et Tebboune qui a dit que nous avons le meilleur système sanitaire. Exactement. Donc, comme si moi je prends des anecdotes, je prends pas des anecdotes, je prends des déclarations
Quand Tebboune, il a dit le TGV, c'est quand même pas moi qui le dis. Alors je sais très bien que le TGV, c'est pas en une journée. Mais ils sont où les travaux? Est-ce qu'ils ont au moins commencé? Il n'y a même pas eu une étude de plan. Même pas une étude de plan. Même pas le tracé. Par où il va passer ce TGV? Même pas. On est d'accord, on n'est pas naïf, on n'est pas bête que le TGV va prendre des années. Mais il est où l'étude de plan? Allez, monsieur Gasmé, vous monsieur le professionnel, puisque nous, on est des amateurs, donnez-moi, allez, l'étude de plan. Sortez-la, moi. Sortez-moi, est-ce qu'il a, Tebboune qui a promis de ramener l'argent aux Algériens, l'argent qui a été volé, est-ce qu'il en a ramené un sou? Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est Tebboune qui l'a dit. Et Tebboune, il disait, le Hayrak al-Mubarak. Est-ce que c'est moi qui mets les gens en prison? C'est Tebboune et son gouvernement et l'armée derrière qui met les gens en prison, des femmes et des hommes et des vieux et des jeunes. Honte à vous, monsieur Gasmi. Honte. Normalement, vous devriez avoir au moins l'autocritique, au moins l'intelligence de dire « Moi, je me suis présenté aux élections de 2014. Moi, je me suis présenté aux élections de 2017. Moi qui suis allé soutenir Bachar al-Assad. À quoi vous a servi? À quoi ça vous a servi? À rien du tout. L'Algérie s'enfonce de jour en jour vers un avenir noir, vers un avenir où l'Algérien ne pourra même pas manger à sa faim. Alors arrêtez vos leçons aux autres. Alors celui-là est amateur, celui-là est patriote, parce que franchement, ça commence à être lassant. Pour revenir à votre question sur le rapport Stora, il n'y a pas de Nasser. En face, qu'est-ce que vous avez? En face, vous avez un régime illégitime. Quand vous avez un État fort, quand vous avez un État qui pèse, c'est pas un rapport de 130 pages. La colonisation ne se résume pas à 130 pages, Nasser. C'est des milliers et des années de travail. C'est des dizaines de milliers, voire des millions de pages de pogroms, de crimes contre les Algériens. Les Algériens qui ont perdu entre 1830 et 1860 la moitié de la population. Benjamin Stora, est-ce qu'il parle des enfumades flarwat? Est-ce qu'il parle du génocide qui a eu lieu dans le Constantinois, dans l'est du pays, dans l'ouest du pays, dans le centre? Est-ce qu'il parle il parle de Ali Menjel. Pourquoi il ne parle pas de Zabana qui a été décapité? Alors que la guillotine, il l'utilisait plus en France, il l'utilisait que contre les Algériens. Pourquoi Benjamin Stora ne parle pas des indemnités financières aux Algériens qui ont perdu, qui ont des terres, des milliers d'hectares, de belles terres? Les Algériens étaient privés de ça. Les Algériens, pourquoi ils ne parlent pas des Algériens qui étaient à 80% des chômeurs, où le paysan algérien travaillait 27 jours par an? Regardez les images, c'était des infra-humains, c'était même pas des humains tellement ils étaient maigres. Et ils nous parlent de choses qui sont symboliques. Et une stèle de Amir Abdelkader, et faire une commission, et dire où est-ce que les gens sont morts. Et toutes les indemnisations, toutes les excuses. Après, il nous dit, non, c'est pas besoin de faire de la repentance. Encore une fois, moi, je respecte les travaux de Benjamin Stora, j'ai lu pas mal de ses bouquins. Mais la question, ils sont où le les Algériens attendaient. Mais encore une fois, ça, c'est tout simplement le résultat d'un régime qui n'a aucun poids sur la scène aussi bien régionale qu'internationale. S'ils avaient un gouvernement fort, les Français ou Macron n'auraient jamais osé dire on ne va pas d'excuses. Pourquoi Macron ou la France a fait des excuses avec les Juifs? Parce que les Juifs, ils ont constitué un lobby puissant. Pourquoi l'Allemagne a fait un travail de mémoire et a présenté des excuses au monde et à la France aussi? Et quand il s'agit des Algériens, non, pas de repentance, pas d'excuses. Parce que, encore une fois, en face, l'Algérien, Nasser, je vous pose la question, qu'est-ce que l'Algérie a fait? Il n'y a pas une seule loi qui criminalise la colonisation, Nasser. Comment vous voulez parler de colonisation quand vous avez l'ancien ministre Al-Moujahidine qui habite à Lyon, et quand vous avez un autre ministre qui est en train un secrétaire de la présidence qui est en train de se soigner en Espagne. Je reviendrai à vous. Restez avec nous, Nazim Taleb. Je vais donner la parole à Yamina Mghraoui. Yamina Mghraoui, désolé, on a un peu tardé, je pense, pour revenir à vous. Je vous donne la parole. Yamina Mghraoui, est-ce qu'elle est avec nous?
Ah, je pense qu'on l'a perdu, on me dit. Karim Tabou, sur cette question de mémoire, on sait que le régime s'appuie beaucoup, bien sûr, sur les puissances étrangères pour donc donner cette légitimité, se donner donc cette légitimité. Et on avait entendu, bien sûr, dans les déclarations de Macron qu'il avait fait de Tebboune, qu'il le soutenait dans sa démarche, qu'il le trouvait courageux. De même, Monsieur Tebboune a fait donc des déclarations de Macron qu'il avait dit qu'il était ouvert et qu'il était prêt donc à en discuter avec tous ces problèmes de mémoire et du passé français. Qu'est-ce que vous en pensez de ce document de Benjamin Stora et comment on peut aussi évaluer cette relation entre l'Algérie et la France? En fait, c'est d'abord une question complexe, mais au moins, il y a 4 choses importantes à soulever dans ce débat. La première, c'est la nature des relations algéro-françaises jusqu'à nos jours. Comment fonctionnent les relations entre l'Algérie et la France? Parce que ce qui se passe aujourd'hui va devenir l'histoire de l'Algérie et la France demain. Si on ne comprend pas comment fonctionnent les relations actuelles entre l'Algérie et la France, et on va chercher encore d'autres Benjamin Stora qui vont écrire sur les relations algéro-françaises que nous sommes en train de vivre. Donc, nécessité d'engager un débat de fond sur comment fonctionnent les relations algéro-françaises. À partir de cet instant, on va trouver quel est l'intérêt qu'accorde la France et les officiels algériens à la question de la mémoire. Pourquoi ce travail? Pourquoi maintenant? Et pourquoi de cette manière? La troisième, c'est également la personne de Benjamin Stora, parce que Benjamin Stora, dans le milieu médiatique, intellectuel, il est présenté comme étant un ami de l'Algérie. Et puis, ses travaux, moi, j'ai mis quelques critiques sur les travaux, mais je suis incompétent sur le domaine puisque sa compétence dans le domaine est reconnue des spécialistes même algériens en la question, même si par-ci et par-là, il y a des critiques qui lui sont émises. Et puis, en dernier lieu, c'est justement l'intérêt. En fait, on nous dit au début, souvenez-vous que Macron, lorsqu'il était candidat déjà, il avait une gêne terrible et c'est le cas de toute la classe politique française. Je ne parle pas de la classe politique algérienne, la classe politique algérienne, elle suit. Mais il y a une vraie gêne au niveau de la classe politique française quand il s'agit de la question de la mémoire. Pour moi, je pense que la classe politique française a réglé ce problème. Et là, le rapport de Benjamin Stora, qui est une espèce de limite, de canevas de lecture qui va être respecté par toute la classe politique, puisque il tient compte, c'est un rapport qui tient compte pas seulement de la mémoire, mais il tient compte également des avis politiques. Sur la scène française, elle sert beaucoup plus le débat en France qu'il sert les relations elles-mêmes. Pourquoi? Parce que les relations algéro-françaises, c'est vrai qu'elles contiennent une partie qui est de l'histoire, qui est du symbolique, mais je l'ai dit plusieurs fois, et je le répète aujourd'hui, les relations algéro-françaises sont des relations qui se passent au niveau des services. Ça ne se passe pas au niveau des institutions. L'ambassadeur français à Alger, je ne pense pas qu'il ait la maîtrise totale des relations. Là, l'ambassadeur d'Algérie en France, il est de même également, il ne peut pas connaître tout parce que les relations algéro-françaises, ils sont sous le monopole exclusif des services. Et vous voyez très bien que les annonces qui ont été faites sur les travaux de Benjamin Stora, les annonces étaient que le travail de mémoire devait être soustrait
au calcul politique. C'était cela l'idée. Mais malheureusement, parce qu'il y a des élections en France, parce qu'il y a un débat en France, parce qu'il y a des enjeux politiques en Algérie, ce travail de mémoire, ces documents ces travaux qui sont faits dans ce domaine ne peuvent pas échapper au marchandage et aux instrumentalisations politiques. Donc aujourd'hui, malheureusement, on voit très bien que la France, qui proclame d'ailleurs, en s'appuyant sur son histoire à elle, elle proclame qu'il défend la liberté, qu'il défend la démocratie, qu'il défend la déclaration des droits de l'homme et qu'il s'associe à tous les militants, à toutes les initiatives en faveur de la citoyenneté. Ce n'est pas le cas quand il s'agit des peuples du sud de la Méditerranée, sinon du tiers-monde. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, les régimes tels que le régime algérien, il se passe des travaux de mémoire, il se passe de tout. Il a besoin d'un soutien politique. Et ce soutien politique, le régime qui ne le trouve pas chez les Algériens, il va le chercher ailleurs. Et je pense que la France aujourd'hui, la déclaration de Macron, justement, vient à un moment où la France considère avoir trouvé en face un régime affaibli, assiégé économiquement, assiégé politiquement, assiégé parce qu'il y a le Irak, et il vient au secours de ce régime. Et bien sûr que le régime algérien, quand il se voit en termes de rapports qui sont en train de se modifier, les rapports de géostratégie dans la région, des alliances qui sont passées par les uns et les autres, le régime algérien se retrouve par l'absence d'un projet, par le fait qu'il est incompétent, qu'il est incapable de porter les espoirs de ce peuple. Il se retrouve une proie entre les mains d'une France, de la France officielle, qui continue de considérer que l'Algérie, c'est son jardin. Il considère que l'Algérie est à portée de main. Vous savez, dans les débats, dans les forums internationaux, face aux Allemands, face aux Américains, face à tous les pays de l'Europe, la France prétend connaître mieux l'Algérie. La France prétend représenter l'Algérie. La France prétend défendre son monopole sur ses relations avec l'Algérie. Donc cette situation a fait qu'il y a un contrat non écrit. Il n'est écrit ni par Benjamin Stora, ni par quiconque. C'est un contrat de complicité entre l'Algérie et la France, entre le régime algérien et le régime français. Et à chaque occasion, quand l'un a besoin du secours de l'autre, il y a une espèce de concordance d'intérêts. Et vous voyez très bien qu'aujourd'hui, il y a eu des cas par le passé. Quand il y a eu des élections en France, du temps de Pasqua, qui était ministre de l'Intérieur, et ben face au fait qu'il y a eu quand même de graves dépassements sur la question des droits de l'homme, sur les violations massives des droits de l'homme en Algérie à l'époque, et ben la France, devant la gêne de se sentir complice de cette situation, fomente parfois des débats de ce genre pour essayer d'abord de détourner le débat, pour essayer de dire c'est quoi la responsabilité du soutien de la France au régime qui viole les lois, qui viole les libertés des gens, qui est liberticide, qui ne respecte pas le suffrage universel. Et là, c'est une question, vous savez, la France, par la volonté justement de la France officielle, a décidé de ne pas trop parler de l'Algérie, parce que trop parler de l'Algérie risque de provoquer des nécessités de prise de position contre le régime. Et vous savez très bien, prendre position contre le régime, les relations sont très puissantes, les réseaux sont très puissants, les intérêts sont très puissants, et malheureusement, les uns et les autres donnent la prime aux intérêts, qu'aux valeurs, qu'aux principes démocratiques.
Merci Karim. Restez avec nous très rapidement, il ne me reste pas beaucoup de temps. Yamina Mgharaoui, est-ce elle est avec nous? Yamina Mgharaoui? Oui. Désolé Yamina Mgharaoui, on vous a perdu. Sur cette question donc du rapport sur les questions mémorielles, quelle est votre lecture? Karim Tabou se pose la question, pourquoi maintenant? Qu'est-ce que vous en pensez, Yamina Mgharaoui? Yamina Mgharaoui? Yamina Mgharaoui, est-ce que vous pouvez m'entendre de votre téléphone, s'il vous plaît? Justement, j'étais en train de me poser la même question et je suis heureuse que Karim Tabou ait la même pensée que moi. Donc, en ayant cette pensée, je me suis dit, quand je vais dire que ce n'est pas le moment, le moment d'aborder le problème et d'aborder le sujet. Et pourquoi c'est pas le moment, Yamina Mgharaoui? Pourquoi? Pour un imbécile et qu'on trouverait vraiment. Mais heureusement que je ne suis pas la seule à avoir cette idée-là. Je crois que c'est encore un piège parce que ce n'est pas le moment, parce que c'est juste pour nous détourner. C'est pour détourner l'opinion du peuple, c'est pour détourner l'opinion du Hirak, c'est pour créer une nouvelle préoccupation, justement parce que c'est très émotionnel quand il s'agit du colonialisme. Ça affecte justement très profondément le peuple et c'est ainsi, donc c'est une nouvelle trouvaille, n'est plus les moins. Et je crois aussi que c'est la bouée de sauvetage jetée par Macron à Tebboune, parce qu'il a dit finalement qu'il allait aider, et c'est une manière, c'est une démarche qui va dans le sens d'aide de Macron à Tebboune, c'est certain, justement. Regardez tout ce qui se passe. Il y a quelques mois, on a rapatrié les crânes qui sont en France depuis presque 2 siècles. Donc, ça a changé quoi? C'est juste une nouvelle préoccupation. C'est juste, comment dirais-je, pour gagner du temps. C'est juste pour détourner les opinions. C'est pour détourner le Hirak. C'est pour parce que pour eux, le Hirak, c'est surtout les marches. Je dirais encore, j'insisterai que le Hirak ne sont pas uniquement des marches. Le Hirak, c'est un changement dans les mentalités. Le Hirak, c'est une révolution qui prend de la forme dans le comportement, dans la pratique des Algériens, dans le plus profond d'eux-mêmes. Donc, c'est cette union qui est en train de se forger, de s'ancrer au niveau des citoyens algériens. C'est ça le Hirak. Cette résistance qui s'organise malgré les incarcérations, malgré le muselage de la presse, malgré les représailles, malgré tout ce qui se passe, et on continue. Donc, malgré la situation sociale et économique, parce que finalement, sur le plan économique, le peuple algérien est très affecté et ça ne l'empêche pas de résister, de continuer à trouver des moyens pour justement œuvrer vers un changement authentique et réel et durable. Donc, pour moi, le travail sur la mémoire, donc, n'est pas, c'est juste pour gagner du temps. C'est un nouveau piège, donc ce n'est pas le moment. Il faudrait d'abord il faudrait commencer par Macron, je le comprends. Il défend la France, mais ce que je n'accepte pas, c'est ce qui provient de Tebboune, parce que finalement, si vous voulez qu'il y ait apaisement, commencez par libérer les femmes qui sont en prison et commencez par libérer les Algériens qui croupissent dans les geôles. Exactement. Vous pratiquez les mêmes pratiques que les colons. Vous marchez sur les pas des colons. Changez vos pratiques coloniales et exigez d'abord le pardon des autres colons. Libérez la presse. Respectez le peuple.
c'est d'abord ça, c'est d'abord, voilà, libérer la justice. Et là, vous parlez bien sûr du régime algérien. Le reste viendra par la suite. Donc, je le dis, je redis, que c'est juste pour détourner le peuple, c'est une nouvelle manœuvre pour justement retarder le Hirak, empêcher le retour du Hirak, n'est plus les mois. Très bien, merci à vous, Yamina Mgharaoui. Très rapidement. Regardez ce qui se passe sur le plan économique. Oui, je vous en prie. En tant que syndicaliste, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de le dire parce que Farhat Aït Ali, c'est le véritable prédateur de l'économie. Savez-vous ce qu'il a fait à Al-Hajjar? Justement, parce que c'est important, je ne peux pas, parce qu'il faudrait qu'on sache parce qu'on parle du bilan, parce qu'il paraît que, voilà, il y a maintenant Sider al-Hajjar. Vous savez pourquoi? Vous savez qu'il y a presque 4 milliards de dinars bloqués depuis un an. Il y a eu des promesses. Farhat Aït Ali n'a pas fait un seul pas, n'a pas fait un seul geste pour débloquer. C'est de l'argent reliquat qui appartient à Sider. Et parce qu'on veut prédater le secteur économique public pour le brader, pour le privatiser, pour Algérie, pour Air Algérie, c'est la même chose. Il y a des pièces qui sont en souffrance depuis plus d'une année au niveau du port d'Alger. Rien n'a été fait pour débloquer, pour dédouaner le matériel, des équipements. Pour Uniam de Tizi Ouzou, qui était le fleuron de l'industrie de l'électroménager, il se passe la même chose. Regardez bien l'AICC, justement, c'est un bilan négatif. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Merci à vous, Yamina Mgharaoui. Désolé, il ne me reste pas beaucoup de temps. Très rapidement, je vais donner la parole à Djamel Ghessoum. 1 minute, s'il vous plaît. Je vais donner après une petite minute pour Nazim Taleb et je vais terminer avec Karim. Allez-y, Djamel Ghessoum, je vous en prie. Oui, alors, pour revenir quand même, parce que c'est nécessaire, M. Nazim Taleb a vraiment des problèmes cognitifs. Cognitifs, c'est des troubles de la perception et de la mémoire, parce que c'est la 3e émission où il dit encore que j'ai été candidat en 2014. Il y a de bons psys, il faut vraiment consulter. Sur le 2e point, j'ai reçu le consul de Créteil, Mahmoud Belkacem. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec lui et on fait rapatrier tous les jours, une quinzaine d'Algériens âgés à la rue en Algérie. J'aimerais savoir ce que M. Nazim Taleb fait à destination des Algériens. C'est-à-dire sur ce que vous voulez dire. Ensuite, sur la question de distinguer un Algérien d'un autre. Non, Karim Tabou, je l'ai soutenu dès la première minute et j'ai demandé sa libération. C'est un opposant et moi je le crois sincère. On ne me le retirera pas. Le dernier point, mon voyage en Syrie, puisque M. Nazim Taleb n'est spécialiste de rien, moi je suis spécialiste de la radicalisation et je suis reconnu au niveau international. Donc j'ai été faire un documentaire sur la radicalisation. Au moins moi je suis utile. Alors 30 secondes sur mon coup de cœur et mon cri de cœur par rapport à l'État algérien. Je dis simplement qu'il y a laissé nos rapatriés. Ça fait 3 semaines qu'on est sur ce plan-là. Laisser 170 étudiants en Russie à moins 20 degrés, je suis hors de moi. Laisser 150 Algériens en Malaisie, je suis hors de moi. Laisser nos parents ici, nos parents à la rue et que nous on fait rapatrier tous les jours, je suis hors de moi. Par conséquent, si M. Tebboune ne balaye pas devant la porte et dégage ces incompétents qui sont à la tête, je ne sais où d'ailleurs, qui ne sont même pas capables de mettre des avions, 2-3 avions, ici et là pour une... Donc ce pouvoir est incompétent. Donc ce pouvoir est incompétent. C'est ce qu'il dit Nazim Taleb. Comment? Djamel Ghessoum. Oui, vous me dites? Donc ce pouvoir est incompétent. Non, je n'ai pas dit ce pouvoir. J'ai dit qu'il y a des gens qui n'ont pas... Je vais vous donner... Non, je vais pas nommer. J'ai pris des contacts à Alger pour m'aider dans la même mission. J'ai 465 rapatriements à mettre en œuvre sur le plan international hors la France. On s'occupe aussi de la France. J'ai contacté des personnes, ils sauront se reconnaître, qui ont un titre où il y a le mot diaspora, mais il n'y a que le mot. Cette personne est une personne incompétente. Elle n'est même pas capable de... Merci. 10 secondes, Djamel Ghessoum. Voilà, non mais c'est tout ce que je voulais dire. Il est inacceptable. Merci à vous.
pour M. Merci à Tebboune. vous, Jamal Ghessoum. Très rapidement, Nazim Taleb, vous avez une minute, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, mais encore une fois, Monsieur Ghessoum, on va essayer de laisser on va juste finir sur cette question. Donc, le régime, bien sûr, non, mais justement, je ne voulais pas répondre à Ghessoum. Je suis juste en train de noter qu'à chaque fois, ça devient lassant, parce que moi, j'ai pas envie de faire un dialogue avec lui. Monsieur Ghessoum, il a qu'à voir l'état de son pays et en plus, il se contredit. Il défend un régime et en même temps, il dit qu'il est outré, il est en colère parce qu'il y a des milliers d'Algériens. Et ce n'est pas depuis quelques jours, c'est depuis des mois qui n'ont pas été capables de rentrer au pays. Alors que quand d'autres pays ont des vols, je dirais entre guillemets normaux, il faut juste un PCR et rentrer au pays. Monsieur Ghessoum nous parle de consulat, mais il n'y a qu'en Algérie où ça passe par consulat. Mais c'est là une folie. Dans d'autres pays, vous allez sur Internet, Booking ou je sais pas quoi, et vous avez réservé votre vol. Il n'y a qu'en Algérie où il faut le téléphone, il faut connaître le consul, il faut connaître Monsieur Ghessoum pour pouvoir rentrer. Et vous avez une liste de 400 et vous avez une liste de 500. Donc c'est une contradiction. Donc d'un côté, il défend ce régime et en même temps, il dit il est en colère. Ben Monsieur Ghessoum, il n'y a pas vous qui êtes en colère. Tout le monde est en colère contre ce régime et ce régime doit tomber. Voilà, c'est ça la seule solution. Merci à vous. Parce que c'est un régime qui a prouvé. C'est un régime qui a prouvé qu'il est incompétent, qu'il met l'Algérie à genoux et que la yuslih Allahu amal al-mufsidin. C'est pas possible. C'est pas avec des gens mufsidin. Merci à vous, Nazim Taleb. Ils vont arranger les choses et arranger Nazim Taleb, je dois donner la parole très rapidement. Karim Tabou, je vous laisse le mot de la fin. Bien sûr, le régime, il est dans sa logique. On le dit tout le temps. Mais aussi, là, je pense qu'on a perdu Karim Tabou, on me dit. Je vais essayer donc de finir cette émission. On est arrivé déjà à la fin de cette émission. Je remercie tous mes invités. Karim Tabou qui est avec nous, coordinateur national de l'UDS. Je remercie aussi Yamina Mgharaoui qui est syndicaliste autonome. Merci aussi à Nazim Taleb qui est membre du mouvement Rachad. Et merci aussi à vous, Jamal Ghessoum, ancien candidat aux législatives 2017. Merci à vous, chers téléspectateurs. Ya'tikum saha, bqaw ala khair.